D'ailleurs, un jour, j'ai fait une fête chez moi, j'ai dit mot de passe Fidelio. Ah, je pensais dire t'as fait une fête chez toi avec tes thèmes Eyes Wide Shut. Non, malheureusement, Bizarre, bizarre. j'aurais bien aimé. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux hommes au parcours fascinant qui ont fait rayonner le cinéma tant au niveau national qu'international. Nourdine Essadi et Lorenzo Chama. Bonsoir. Bonsoir, Hugo. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Parce que vous serez les seuls, je pense, à le faire mieux que moi. Je t'en prie. Alors moi je m'appelle Nourdine Essadi, je travaille aujourd'hui chez Camélia Cinéma et Cinéma 21, donc je dirige avec Ronald Chama deux salles de cinéma d'art et essai qui sont le Christine Cinéma Club et les écoles Cinéma Club. Voilà. Et auparavant j'ai travaillé à l'étranger puisque j'ai été attaché audiovisuel 5 ans au Mexique et 5 ans au Japon. Incroyable. Un parcours international, du coup. Ouais. Top. Et Lorenzo? Et moi, donc, je suis programmateur du Paris Cinéma Club, donc deux salles de cinéma du quartier latin. On possède également une galerie cinéma depuis 2 ans. Et au-delà de ces activités principales, je suis aussi impliqué dans la société de distribution. On est aussi éditeur Blu-ray DVD depuis 2 ans également. Donc je suis aussi impliqué là-dedans. Et puis de toute façon, de manière un peu plus générale, on est un peu tous impliqués dans toutes nos initiatives. Et par ailleurs, j'ai deux missions ponctuelles extérieures à ces activités qui sont le Festival de Cannes. Je fais partie du 3e comité de sélection du Festival de Cannes, de la sélection officielle, et le nouveau festival de Biarritz, Nouvelle Vague, qui existe depuis 2 ans et qui est notamment consacré aux jeunes créateurs et à la jeunesse, dont je fais partie du conseil d'administration. Super. Alors, vous avez quand même tous les deux une carrière assez fascinante. Je mets les mots. Toute cette carrière, elle vous a permis de réaliser quand même de nombreux projets en lien avec le cinéma. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous êtes venu cette passion et comment est-ce que vous avez commencé à étudier dans ce milieu culturel? Alors moi, c'est quand même un peu un destin familial parce que une grande partie de ma famille est impliquée dans ce milieu, mais j'ai jamais été forcé de le rejoindre, entre guillemets. J'ai toujours eu une curiosité naturelle pour les films. J'ai toujours très vite été cinéphile. Je fréquentais d'ailleurs les salles du quartier latin tout seul dès l'âge de 14 ans. J'étais souvent un des seuls mineurs voire jeunes dans la salle, au milieu des têtes blanches. Et donc le cinéma a toujours fait partie de ma vie, mais j'ai toujours entretenu avec le cinéma un rapport relativement, je dirais, passionnel et de fascination. Et encore une fois, avant tout pour les films, plus que pour les acteurs, les réalisateurs, plus que pour les personnes, les acteurs au sens large en tant que tels du monde du cinéma. C'est vraiment les films en eux-mêmes qui m'ont toujours fasciné par leur puissance évocatrice, leur puissance poétique. Et c'est peut-être pour ça que tout naturellement je me suis retrouvé à devenir programmateur de salles de cinéma. Et Nourdine, tu as eu quand même pas mal de changements professionnels dans ta carrière. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire tous ces choix? Mais aussi, qu'est-ce qui t'a le plus appris? Et est-ce que tu trouves une certaine similitude dans tous ces métiers? Alors moi j'ai commencé par la musique. Donc, moi j'ai un passionné de musique avant d'être un passionné de cinéma parce que j'ai commencé ma carrière dans la culture comme DJ. J'étais un DJ dans les années 80-90, assez connu, puisque j'étais résident dans plein d'endroits à Paris, notamment l'Élysée-Montmartre. Donc j'ai commencé à être DJ. Grâce à ma passion pour la musique, j'ai commencé à collectionner des disques, des BO de films. Et j'ai organisé au début des années 90 une soirée qui s'appelait Groovy Movie, où je passais des films de Blaxploitation et je faisais des soirées, donc on passait des films, les charts, etc., accompagnés de soirées funk, soul, etc. Donc j'ai commencé comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Je suis ensuite allé à Cuba pour faire DJ.
Et je suis allé dans les salles de cinéma et là j'ai vraiment commencé à m'intéresser au cinéma puisque j'ai créé un festival de films français dont on vient de fêter sur le 25e anniversaire cette année. Donc voilà, je suis rentré par cette porte-là dans le cinéma et ensuite j'ai été repéré par le ministère des Affaires étrangères qui m'a proposé de devenir attaché audiovisuel au Mexique dans un premier temps et ensuite au Japon. Incroyable. Et du coup, Lorenzo, toi, tu étais quand même acteur. Tu as eu deux rôles dans des courts-métrages, Même pas en rêve et Le Sully. Et notamment, mais pas que, ouais, j'ai joué dans 5 courts-métrages et je suis apparu aussi dans 2-3 longs-métrages de manière très furtive. En fait, beaucoup de gens ont voulu que je sois acteur, ont voulu faire de moi un acteur, mais moi, j'en avais pas forcément envie. Donc, je l'ai fait le temps d'essayer, le temps de voir que c'était pas forcément fait pour moi. Je pense pas que j'étais un mauvais acteur d'ailleurs, mais j'ai pas la passion du jeu en tant que tel. J'avais pas envie de faire de théâtre, j'avais pas envie d'apprendre des montagnes de textes. Donc je pense que pour être acteur, notamment aujourd'hui, à peu près tout Paris veut être acteur ou actrice, il faut en avoir vraiment envie. Il faut avoir envie de galérer, il faut avoir envie d'aller faire des castings. Et moi, c'est pas quelque chose qui me transcende suffisamment pour que je le fasse. Mais après, c'est un métier magnifique et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui y parviennent et ceux qui galèrent aussi, parce qu'il y en a pour tout le monde et malheureusement, tout le monde n'est pas épanoui à 100% dans ce métier. Mais je pense que même un acteur qui a des difficultés à en vivre, quand il a une petite flamme, foi en son métier, il sait pourquoi il le fait. Moi, j'avais pas cette chose-là en moi, donc j'avais pas envie de continuer à faire semblant d'avoir envie d'être acteur. Mais après, j'ai toujours tourné avec des amis qui m'ont proposé de jouer dans leurs films, leurs courts-métrages et des petits rôles dans des longs-métrages. Et quand on me le demande, je le fais avec plaisir. Mais bon, ça doit être... j'aime plutôt quand c'est une aventure amicale, un peu improvisée, un peu spontanée. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de faire des castings et de m'impliquer dans ce métier-là. T'as joué le rôle d'un vigile ? J'ai joué le rôle d'un physionomiste. Okay. Ce serait insulter la carrure des vigiles. Non, c'est pas que je suis plutôt trapu, mais disons que il y a quelques paliers qui peuvent me séparer d'un vigile professionnel. Et ben, en tout cas, ouais, j'ai joué le rôle d'un physionomiste au mémorial de la Shoah dans L'Antiquaire, un film de François Margolin. Okay. Donc voilà, j'étais chargé de filtrer l'entrée de personnes entre 80 et 90 ans. Donc j'avais une sorte d'autorité naturelle sur eux, éventuellement. Mais voilà, c'est typiquement le genre de petite aventure qui m'a pris une journée et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Mais donc je le fais vraiment plus amicalement que professionnellement. Et c'est vrai que tu t'appelles Lorenzo en hommage à Lorenzo da Ponte. Non, ça c'est une bêtise. On a lu ça sur le gala. Ça c'est la presse people, ouais. je crois pas, honnêtement. Je devais même m'appeler, pour tout te dire, Roméo, parce que ma grand-mère voulait que je m'appelle Roméo. Mais au dernier moment, on a changé pour Lorenzo. Heureusement. Ouais, tout le monde me dit ça, mais je trouve pas ça moche non plus, Roméo. D'ailleurs, je me suis créé un petit personnage fictif dans ma tête qui s'appelle Roméo. D'accord. Ouais. Parce que je m'appelle Lorenzo Chama. Et il y a plus d'un siècle, mon père est libanais. Le Liban était sous protectorat britannique et on nous a attribué un nom de famille. Et donc, ça aurait pu être Chama ou Chandler, à l'anglaise. Okay. Et du coup, ça a été Chama, pour prendre un nom plus oriental. Et voilà, donc j'ai un personnage fictif qui s'appelle Roméo Chandler. Okay. Qui n'existe pas, évidemment. C'est le fruit de mon imagination. Et de mon parcours fictif, justement. Et du coup, Noureddine, toi, tu as travaillé avec Melvin Van Peebles sur La Fête à Harlem. On imagine que c'était Ils sont bien renseignés. Une expérience de fou. Et comment tu as fait pour devenir son assistant réalisateur? Et aussi, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, enfin, ce que tu retiens de cette aventure avec ce grand réalisateur? Melvin, ça a été un peu mon père spirituel. J'ai de très beaux souvenirs avec lui. D'abord, c'était un personnage. C'était drôle, intelligent, brillant. Et effectivement, j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a sorti un livre comme ça. J'étais chez lui. Il m'a dit: qu'est-ce que t'en penses? Il me dit: lis-le. Et après, on en parle. Donc, mais j'ai dit: mais je vais pas lire ce bouquin maintenant. Il me dit: c'est court, lis-le. Je vais faire un café, je te fais un thé, tu le lis. J'ai lu le bouquin. Et puis après, on a dit:
qu'est-ce que tu en penses si on le monte sur scène? Et donc, j'ai travaillé avec lui sur l'adaptation de La Fête à Harlem. Don't Play Us Cheap. Voilà, c'est une comédie musicale noire qui se passe à Harlem et ça a été formidable. J'ai passé des moments. Alors, on l'a réécrit, etc. On a beaucoup échangé sur cette pièce. On n'a malheureusement pas eu l'opportunité de la mettre en scène pour plein de raisons, parce que c'est difficile, parce que Melvin, c'est pas. On a essayé de le faire au Bouffe du Nord, mais ça s'est pas fait parce qu'on s'est pas bien entendu avec la direction. Mais voilà, donc non. Et puis bon, fréquenter, c'est quand même une légende, Melvin Van Peebles. Donc voilà, moi j'ai été au cœur de ses anecdotes, de la façon dont il a fabriqué son film de Suicide Bad Song. Voilà, comment il l'a fait et les risques qu'il a pris pour faire ce film. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et c'est vrai que voilà, j'oublierai jamais Melvin, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui a beaucoup compté dans ma vie. Et tu as cofondé aussi le festival du film français à Cuba, qui parle beaucoup de Cuba, qui est quand même devenu un événement majeur sur l'île, qui est aujourd'hui à sa 24e édition, si je dis pas n'importe quoi, 25e du coup. Et qu'est-ce qui t'a un peu motivé de lancer ce projet et pourquoi Cuba aussi? C'est un hasard. Voilà, j'ai des potes il y a 25 ans qui avaient monté un projet d'échange de tourisme chez l'habitant et les autorités cubaines leur ont dit ok, ça ne nous dérange pas que vous fassiez ça, mais en échange il faut que vous organisiez des événements culturels. Voilà, donc ils m'ont proposé de faire DJ à La Havane. Donc je suis allé avec mes vinyles à Cuba. Et j'ai fait une soirée à l'université de La Havane avec de la musique hip-hop américaine. Et voilà, donc c'était une belle expérience. Plus que belle expérience. Et ensuite, je suis allé dans une salle de cinéma à La Havane et j'ai vu l'ambiance qu'il y avait dans cette salle. Et puis j'ai adoré ce pays. Moi, j'ai eu un coup de foot pour Cuba tout de suite, pour les gens, pour les échanges. Voilà, c'est un pays qui est particulier. Moi, je connais bien l'Amérique latine. Cuba, c'est vraiment à part. C'est d'avoir un niveau d'éducation qui est exceptionnel. Donc, il n'y a pas de décalage, il y a un vrai échange avec les gens. Et voilà, et donc je me suis dit, mais il faut que je retourne à Cuba. J'ai envie de monter quelque chose et de faire quelque chose à Cuba. Et j'ai eu l'idée de créer ce festival des films français. Au départ, j'ai fait une première édition tout seul et ensuite, j'ai mis dans ma valise, si je peux m'exprimer ainsi, j'étais accompagné par Christophe Baratier. Le réalisateur des choristes, voilà, et donc qui a eu le même coup de foudre que moi sur Cuba et qui m'a proposé tout de suite qu'on travaille ensemble sur ce festival et voilà, et c'est une très très belle aventure puisque c'est la 25e édition, on a eu quasiment tout le cinéma français qui est venu, Junio, enfin je ne vais pas citer des noms parce que la liste est énorme, plus de 300 films, on est arrivé jusqu'à 100 000 spectateurs. Par édition. Le Festival du film français à Cuba a été pendant un certain temps le festival du film français le plus important dans le monde. Beaucoup plus que le Tour du cinéma français au Mexique, etc. Quoi. Et il s'est passé quelque chose de très très fort avec Cuba. Vous avez résisté malgré les fluctuations des rapports entre Cuba et les États-Unis en plus. Ouais, complètement. C'est une difficulté supplémentaire. Ouais. C'était quelle année exactement? Enfin, d'ailleurs, c'est de nouveau le cas plus ou moins. Si ouais, on continue à le faire. La première édition, c'était en 97. Ok. Puis les salles de cinéma à Cuba sont d'une beauté fascinante. Et oui, quand on va dans une salle de cinéma à Cuba, on se dit, faut faire quelque chose. Elles sont extraordinaires. C'est un des rares pays où il y a encore des salles de cinéma de 1000 places. Ouais. Parce que c'est genre l'esthétique traditionnelle, genre cubaine. Tu en parleras mieux que moi, mais en tout cas, elles sont assez. C'est des salles des années 50. Voilà. Les mono-écrans énormes. Elles sont intactes, j'imagine. Ouais, ils essayent. C'est pas facile, mais ils essayent de maintenir le truc. Voilà, c'est pas. Elles sont maintenant pas du tout adaptées à ce que peut être une salle de cinéma aujourd'hui. Hein. C'est un voyage dans le temps presque. Totalement, mais bon, c'est compliqué parce que voilà, ça coûte beaucoup d'argent en énergie, la clim c'est énorme. Enfin bon, c'est voilà, mais il y en a encore quelques-unes qui sont ouvertes et les Cubains vont toujours au cinéma. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Au Mexique, en décembre 2006. En fait, c'est un ami de mon père, Ronald Chama, Noureddin.
Et c'est d'abord eux qui se sont rencontrés, qui sont devenus amis. Moi j'avais 18 ans à l'époque. Et puis après Noureddine a commencé à travailler avec Ronald en 2012. C'est ça. À mon retour du Mexique. Ouais, Ouais. à son retour du Mexique. Et après, il est parti au Japon. Il est revenu en 2018 travailler avec nous. Et à partir de ce moment-là, on est devenus nous-mêmes amis. Mais donc, on s'est rencontrés effectivement il y a 18 ans de cela. Et c'était un petit genou. Ouais. Ça Toujours. va, péjorativement. Non, pas Non, du pas du tout. Ouais, j'étais plus jeune, c'est factuel. T'étais un enfant Turbulent. turbulent. J'étais un petit malin. C'est-à-dire que même quand je foutais un peu le bordel, je me débrouillais toujours pour m'en tirer à bon compte. Sympa ça. Ouais. Tu répondais aux profs? Pas forcément, justement, j'avais une insolence plus dissimulée que frontale. Voilà. Incroyable, ok. Ouais. Enfin, en tout cas, j'essayais de pas tomber dans les pièges qu'on pouvait me tendre. Mais c'est vrai que j'adorais pas l'autorité, mais pour autant, j'étais pas un élève ingérable et rebelle ou violent. Enfin, j'avais peut-être un peu de colère en moi, mais comme tout le monde à cet âge-là, d'une certaine manière. On va parler un peu du Christine Cinéma Club, parce que vous êtes quand même aujourd'hui des acteurs clés du Paris Cinéma Club, qui englobe en gros 2 cinémas mythiques du quartier latin, donc Absolument. le Christine et les écoles Cinéma Club. Absolument. C'est quoi un peu la philosophie de ces espaces, mais aussi comment vous faites avec le reste de l'équipe pour faire en sorte que ces lieux vont rester populaires, mais populaires sur le sens, dans le sens où tu as beaucoup de monde qui viennent. La philosophie, c'est une grande ouverture d'esprit. Souvent, les salles de cinéma d'art et d'essai ont été associées à une cinéphilie un peu âpre, un peu rude, un peu austère parfois, et même un peu poussiéreuse. Radical aussi. Et radicale aussi, réservée à une élite intellectuelle ou à une niche, comme on dit. Mais nous, on a vraiment voulu démocratiser le rapport au cinéma de patrimoine, au cinéma d'art et d'essai, en accueillant tout le monde et en ouvrant la porte à toute forme de cinéphilie, à des cinéphiles assidus, à des cinéphiles aguerris, à des cinéphiles débutants. Et donc je pense que c'était important d'envoyer ce signal que c'était un cinéma qui était tourné plus que jamais vers, que c'était 2 cinémas qui étaient tournés plus que jamais vers la jeunesse, vers les nouvelles générations, mais aussi vers les anciens, vers les jeunes parents. Enfin, je veux dire, en fait, on a essayé de faire un lieu, je dirais, extrêmement inclusif, comme on pourrait dire. Intergénérationnel. Comme on pourrait dire aujourd'hui, intergénérationnel. Mais pour autant, on s'est toujours refusé à faire, par exemple, à dire qu'on était un lieu, qu'on avait des cinémas politisés ou dits militants ou engagés, parce qu'on a toujours estimé que c'était pas du tout notre rôle de remplir cette mission-là. Nous, on diffuse de la culture, on essaie de rendre les gens plus intelligents, plus sensibles, on essaie parfois d'apaiser les cœurs et les tensions dans des moments où nos sociétés se divisent un peu, mais jamais on va dire aux gens quoi penser ou quoi dire, parce qu'on est justement un espace de liberté, je dirais même un espace libertaire, et on a vraiment envie d'entretenir cette idée-là. Alors bien sûr, tout cela dans le cadre légal, et on n'est pas là pour accueillir n'importe qui non plus, on fait attention à qui on reçoit, mais en tout cas on n'est pas du tout dans quelque chose de sectaire ou d'orienté, on a au contraire envie d'ouvrir les débats, d'élargir les horizons, et honnêtement je pense que c'est quelque chose qu'on a plutôt bien réussi à faire depuis bientôt 10 ans. Et vous croyez pas qu'une culture politisée, c'est pas inévitable? Justement, nous, on n'a pas envie de rentrer là-dedans, mais après que voilà, la plupart, que le monde de la culture et du cinéma et de la RSS penche plutôt à gauche, je pense que c'est une évidence, comme le nez au milieu de la figure, et c'est presque une tradition, et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Mais en tout cas, on ne dit pas aux gens on n'a pas envie que les gens s'affichent dans leurs opinions forcément ouvertement. Encore une fois, on a envie d'avoir des lieux de culture transversaux, qui justement amène à la discussion et effectivement avec une connaissance de la conjoncture qui est que beaucoup de gens qu'on reçoit sont des gens qui sont quand même plutôt engagés et peut-être parfois même militants pour certains, mais en tout cas nous, notre rôle encore une fois n'est pas de l'être nous-mêmes. Nous on accueille des événements, des festivals, des ciné-clubs. C'est pas une tribune, c'est un cinéma. Voilà, c'est pas une tribune. Et puis on essaie de le faire du mieux possible. Toute expression artistique est politique.
Oui. Ça va de soi, quoi. Ouais, bien sûr. Exactement. Tout geste artistique peut être politique ou alors. On n'est pas très loin. Non. Ou alors peut être justement interprété d'une manière ou d'une autre C'est ça. par surtout. ceux qui reçoivent ce qu'on leur donne à voir. Mais donc encore une fois, la politique peut découler de l'art. Je préfère quand ça se passe dans ce sens-là que dans le sens inverse. Vous m'avez parlé de In the Mood for Love de Wong Kar-wai Ouais. et Mulholland Drive, qui faisait partie des films quand même que vous projetiez souvent au Christine par exemple. Ouais, régulièrement. clairement. Qui C'est des rapportent films, du succès. Ouais, Shining, Eyes Wide Shut. Il y a des films, c'est vrai qu'il y a 10-15 films Taxi Driver, qu'on peut programmer à l'infini. Et il y On aura toujours du- 50, Ouais. 60 personnes. C'est fou avec genre 20 ans après, quand même, d'avoir toujours autant de. Au moins 20. Ouais, bien sûr. C'est plus de 20 ans, ouais. Mais il y a des films iconiques qui ont besoin d'être vus et revus et puis découverts par une nouvelle génération. Et puis inversement, parfois on fait des choix de programmation hyper audacieux et qu'on pense judicieux parce que rares. Et c'est des films qui attisent la curiosité peut-être pendant une semaine ou 10 jours, mais qui après retombent, Totalement. s'essoufflent. Et donc Ah, parfois c'est un peu injuste la programmation, mais c'est le public en même temps qui dicte la vie d'un film. C'est vrai que Lynch ou Kubrick, c'est Ah oui, Lynch ou Kubrick, tu peux. indémodable. Tu Et peux ça reste le des mettre toute classiques la aussi. journée. Les gens après en parlent, vont te dire t'as pas vu ce film Fury Ouais. Kubrick, Non, puis après, c'est des films, c'est des classiques et en même temps, c'est des films qui sont quand même assez kiffants, agréables à voir, où il y a de la substance. Sur grand écran. Voilà, sur grand écran, il y a un spectacle visuel qui est évident et en même temps, il y a une réflexion de fond qui est permanente. C'est des films un peu qu'on pourrait appeler métaphysiques, mais c'est vrai qu'Eyes Wide Shut, c'est un film qui sort de l'écran. C'est un film qui peut nous poursuivre durant toute notre existence et auquel on peut repenser de mille manières quand on l'évoque. Donc c'est aussi ça la force des grands films. Quand Tom Cruise arrive et qu'il n'y a pas de mot de passe en fait. Voilà, Fidelio. D'ailleurs, un jour, j'ai fait une fête chez moi, j'ai dit mot de passe Fidelio. Ah, je pensais dire t'as fait une fête chez toi avec tes thèmes Eyes Wide Shut. Non, malheureusement, Bizarre. j'aurais bien aimé. On a un petit sujet du jour, c'est Clash. Enfin, on en parlait un petit peu, mais quand même, c'est le sujet Clash cinéma indépendant et conventionnel. Et du coup, comme vous l'avez expliqué, hein, les cinémas indépendants comme le Christine, par exemple, va vraiment jouer un rôle clé dans le paysage français. Mais qu'est-ce qu'ils vont vraiment apporter au public que des plateformes ou multiplex qui ne peuvent pas offrir aujourd'hui? Ah, moi, ma réponse est claire, mais si tu veux. Ce que les multiplex ne peuvent pas offrir, Les multiplex ou les plateformes. une âme. Mm. Une âme, c'est tout simplement, je veux dire, quand vous allez dans un multiplex, vous rencontrez personne. Vous arrivez, vous avez une carte, vous prenez votre ticket, vous avez un vigile qui est là, qui tourne autour de la salle pour pas que les gens voilà, et puis on ressort de l'autre côté, on rentre dans le rêve, et puis on sort dans une espèce de cauchemar de couloir qui nous est dans la rue, dans une rue. D'ailleurs, on est un peu dérouté parce que Je suis pas aussi radical que lui sur les multiplex, je trouve qu'ils ont aussi leur charme impersonnel, entre guillemets, mais c'est son Tu avis. m'avais emmené dans les couloirs sombres, là, je m'imaginais bien. Genre. Voilà, donc et ça existe. Moi, j'ai rien contre. Franchement, j'ai rien contre les multiplex. Moi, j'y vais. Je vais voir des films dans les multiplex, mais c'est vrai que ce qu'on donne nous, c'est quelque chose une humanité supplémentaire. Voilà. Ouais. Les gens rentrent. Ils discutent, ils rentrent dans la salle, ils sortent, ils se connaissent, ils parlent du film qu'ils ont vu, etc. Ils se battent parfois. Parfois, ils se battent, mais humainement, il se passe quelque chose. Voilà. Mais non, il a raison, mais moi, c'est plutôt par rapport aux plateformes que j'établirais une différence majeure. Je dirais que c'est l'intensité de l'expérience de visionnage. Évidemment, si tu vois le film chez toi, tu vas le voir. D'une manière ou d'une autre. Mais c'est pour ça que je dis toujours aux projectionnistes de mettre le son bien fort. Je trouve qu'il faut que l'expérience, ce que j'appelle l'expérience cinéma, est quelque chose d'incomparable de par son intensité. C'est-à-dire qu'on se plonge dans un moment, on s'embarque dans quelque chose, dans un espace-temps sur lequel on a un peu moins de prise que si on le voyait chez soi ou on peut arrêter de le regarder, ou on peut baisser le son. Et donc c'est plutôt c'est la prise de risque émotionnelle, entre guillemets, parce que toute proportion gardée, qu'offre le cinéma et que ne peut pas offrir, que peut beaucoup moins offrir le confort paresseux d'un visionnage sur plateforme. Dans son salon. Qui est très agréable aussi. Hein. T'as pas d'échappatoire quand t'es dans la salle de cinéma un peu. Voilà, il y a un engagement Ouais, puis physique et sensoriel qui est supplémentaire. Les sensations, les sentiments, tout ça, C'est exacerbe. c'est communicatif. Quoi. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que quand on va voir une comédie ensemble,
il y a un dialogue qui se crée entre le film et le public qui regarde le film. Moi, quand je parlais de Cuba, par exemple, les Cubains, ils ont une façon de voir un film qui est quand même assez extraordinaire. Et ils surréagissent. Ils commentent le film. Ici, on a tendance à taisez-vous, machin, etc. À Cuba, mais c'est culturel, ce qui est normal. Quand c'est toute la salle, c'est culturel. Quand en France, c'est culturel. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on est là, on communique de façon alors silencieuse ou même silencieuse, on communique. Donc, et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas avoir. On communique, c'est-à-dire qu'on est à un moment T, on se retrouve tous dans une salle de cinéma, dans l'obscurité, pour voir la même chose. Et l'homme a besoin de se reconnaître, à mon avis, tant qu'on est là, de se reconnaître, de partager des choses comme ça. L'homme et la femme. L'homme a un grand âge. Et tu vois, on se regarde. Lui, parce qu'il y a une curiosité, que tu rentres dans une salle de cinéma, tu regardes qui a eu la même idée que moi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait repenser au théâtre. Après, tu dis c'est culturel, mais en France, avant, quand Molière faisait une pièce de théâtre, par exemple, je vois sur le théâtre, faisait une pièce de théâtre, devant lui, c'était le bordel. Tout le monde parlait, tout le monde était en train de s'entretuer, se balancer de la bouffe, était bourré. Et c'est drôle d'avoir ce switch, mais après, c'est... Mais aujourd'hui, oui, mais il y a une nouvelle donne aussi, et c'est pour ça qu'il faut aussi jamais cesser de rappeler quelques fondamentaux. Aujourd'hui, il y a les téléphones en plus. Et donc, c'est pas pareil de surréagir en direct à quelque chose, et quand on est plusieurs à le faire, c'est aussi pas pareil de parler de manière, parce que j'ai vécu ça dernièrement au Pâté Parnasse, je suis allé voir Monsieur Aznavour à minuit, et bon, je trouve que l'attitude des gens était catastrophique parce que... Dans les sièges allongés là. Ouais, mais donc lampe de poche, téléphone et tout, il y a un petit enfant qui meurt dans le film et ils étaient en train de se marrer, il n'y a rien qui allait quoi. Et donc là tu te dis putain, en fait il faut quand même, c'est quand même le rapport à l'image et au film il n'est pas anodin non plus. Je pense que déjà voilà, il faut savoir comment regarder un film. On peut commenter à un moment donné ou à un autre, mais si on commente de manière totalement désintéressée, ça n'a plus trop de sens. Et je vais dire un truc, mais j'ai oublié. Et donc c'est le rapport à... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on parle toujours du talent de faire un film, du talent d'un réalisateur, d'un acteur, mais je pense que ça requiert aussi presque un talent de savoir être spectateur et de savoir absorber un film, de savoir le digérer, de savoir l'apprécier. Le talent du receveur, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais surtout dans une époque où il y a une telle profusion d'images, je pense que savoir apprécier un film à sa juste valeur, même s'il n'y a pas une seule façon de l'apprécier, mais avoir un rapport intelligent au film et un rapport, je dirais, généreux et passionné au film, c'est quand même quelque chose qui est parfois plus rare qu'on le pense, qui est assez magique, et que effectivement la salle de cinéma peut permettre davantage que la plateforme. Ce rapport d'intensité à ce qu'on reçoit est nécessairement un peu plus marquant quand on a la chance de vivre cette expérience de manière totalement engagée émotionnellement. Et collective. Chez un pote. Si tant est que le collectif se comporte convenablement. Chez un pote, à chaque fois on va au cinéma, il sort son téléphone. Ça, c'est pas possible. Plein milieu du film, il commence à scroller Instagram. Ça, c'est pas possible. Mais je pète un câble. Genre, je suis sorti la dernière fois de la salle. On met 2 messages avant chaque film. Non, mais je suis sorti. Vraiment, je me suis dit, mais c'est. C'est un vrai. Tu lui as pas dit d'arrêter? Ouais, c'est un enjeu. Je lui ai dit d'arrêter, mais c'est la 3e fois. C'est un vrai sujet. Ensemble. C'est un sujet, et d'ailleurs, il y a des gens qui vont moins au cinéma parce qu'ils en ont marre de ce genre d'attitude. Et c'est pareil quand tu vas dans les fêtes en boîte ou je parle de la musique. Et on en parlait sur l'émission. Quand il y a un mec, moi je suis allé dans des soirées machin, et puis tout d'un coup t'as un DJ qui met un truc, et puis tout d'un coup tout le monde sort son téléphone. Et là tu dis mec, vous n'êtes pas là pour ça quoi. En fait le mec il est là pour échapper, pour s'oublier quoi. Et là on redescend dans un truc où qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin c'est pourquoi t'es pas bien, t'as besoin. Là, ce qui est important, c'est de vivre avec les gens qui sont avec toi dans ce lieu-là, et que ce soit un truc un peu... C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Et c'est génial ce que tu dis, parce que là, vraiment, on a vraiment le point de rencontre. Genre, ce sujet, on en parlait la semaine dernière, et c'est vraiment le point de rencontre entre tous les arts. Genre, le téléphone portable, il est insupportable, c'est drôle, nul, mais bon, c'est pas grave.
dans le monde de la musique, que ce soit en soirée, mais que ce soit au cinéma aussi, Mm. que ce soit dans la mode, que ce soit, Bien sûr. dans l'art. Enfin, c'est devenu, genre, on est greffé. Devenu un peu parasitaire, ouais. Ouais, c'est horrible. Et c'est Et d'ailleurs, c'est diabolique. Et hein. même nous qui le critiquons, passons déjà trop de temps dessus, je suis sûr. Enfin, moi le premier, donc c'est Marguerite Duras qui avait anticipé que le 21e siècle serait un peu un enfer pour cette chose-là. J'ai plus la phrase exacte. Tu vois, quand tu prends ton téléphone parfois sans raison et tu te rends compte après 3 mouvements, t'es genre, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu regardes des conneries Ouais. et c'est. Ça fait une semaine que je dois commencer un livre que j'ai acheté et je ne peux pas commencer. Une semaine. Non, mais Donc, ça, après, t'as la sécurité sociale. Ouais, mais si j'avais pas le téléphone et si j'étais dans une cellule sans téléphone, je l'aurais commencé mon livre, je l'aurais même certainement fini. Donc il faut réussir à se discipliner soi-même. Mais c'est vrai qu'on est abreuvé de contenu court en plus, comme TikTok, Instagram, YouTube et tout. Et donc c'est dur de se reconcentrer pendant 1h30, 2h, 2h30. C'est pas facile. C'est une rééducation mentale. C'est une vraie paresse, hein. C'est un truc. Il faut opérer. Mais c'est pas facile. Et puis je le dis pas de manière non plus péremptoire et moralisatrice, mais je dis que c'est un vrai enjeu pour continuer à profiter du cinéma, du théâtre. Maintenant, même au théâtre, on sort le téléphone, même à l'opéra, ça devient compliqué. Là, vous l'avez pas sur vous, là, à bord toi. Il est en mode avion. C'est bien. Non, moi, je l'avais laissé sur. D'ailleurs, on arrive un peu à la fin de l'émission. Ouais. Déjà. Là, vous devez faire, oh, donc dommage. Oh non. Merde. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux gens qui aimeraient faire une carrière comme la vôtre? Moi, Ah, non, Après, oui, parce qu'on n'a pas la même carrière déjà. Enfin, Ouais, c'est pas le même parcours. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. J'ai envie de faire ça, bah fais-le. Voilà. Il faut rien s'interdire. Il faut avoir toujours ce romantisme de oser. Il faut oser. Voilà, j'ai envie de créer un festival de cinéma, bah fais-le. Vas-y, fonce. Jamais ne rien s'interdire. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Et puis, surtout quand on a la passion. Il faut faire les choses avec passion. Il faut pas il n'y a que la passion qui compte. Voilà. Il ne faut pas le faire par opportunisme, pour gagner du fric tout de suite. Ouais. C'est important, évidemment, mais bon. Non, il faut faire les choses avec passion et les faire. Moi, j'apporte une petite nuance parce que Noureddine est quelqu'un d'assez talentueux et polyvalent qui a su s'adapter à plein de domaines différents. Et je pense que tout le monde n'a pas non plus ce talent-là que lui a. Et puis moi, je m'en réfère aussi à mon travail de sélectionneur pour le Festival de Cannes, quand je reçois une centaine de films et 80 sont quasiment irregardables tellement ils sont mauvais. J'ai envie de dire, c'est bien de croire en ses rêves, mais c'est aussi bien de savoir, de connaître ses limites, parfois, notamment dans le domaine artistique, où aujourd'hui, chacun peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc effectivement, Noureddine a raison, c'est bien d'aller au bout d'une idée, ou en tout cas de tenter sa chance, mais c'est aussi important, je pense, d'avoir l'intelligence de savoir pourquoi on est fait et pourquoi on n'est pas fait. Et donc si j'avais un conseil à donner, voilà, ce serait celui-là, c'est pouvoir être passionné, être enthousiaste, être généreux, mais aussi lucide sur soi-même, sur le monde qui nous entoure. Je pense que c'est aussi une forme d'intelligence et de savoir, autrement dit, de savoir trouver sa voie. Et voilà, moi je sais que j'aime le cinéma, je sais pourquoi j'aime le cinéma, je sais ce qui me fait rêver. Je sais qu'à chaque fois que je vois un film que j'aime, j'ai envie de rentrer dans l'écran et une forme de machine à rêve, de magie qui opère de nouveau. Donc il faut faire ce qu'on fait pour les bonnes raisons, effectivement. Et effectivement, voilà, si on veut faire l'acteur pour être connu ou riche avant d'aimer le jeu par essence, effectivement, c'est déjà une erreur majeure, mais en tous les cas, voilà, il faut avoir le recul nécessaire pour savoir où est-ce qu'on peut aller et pourquoi on est fait. Ça, je pense que c'est important. Tout le monde n'est pas fait pour tout et n'importe quoi. Moi, je serais incapable d'être médecin. C'est pas. Si, parce que je serais incapable d'être chirurgien. Tu trembles trop. Hein? Tu trembles trop. T'as les thèses de... Je m'évanouirais, évidemment. Puis je serais incapable d'être avocat parce que apprendre le code civil, ça m'emmerderait. Je serais incapable d'être pilote d'avion parce que j'ai eu 2 en maths au bac L. Donc il faut avoir un peu de lucidité sur soi-même. Par contre, je pense savoir parler des films, je pense savoir les faire vivre et leur donner une âme à mon humble position qui est celle de diffuseur, de programmateur, de passeur, comme on dit. Et c'est déjà pas mal.
Vous avez des petits projets qui arrivent, Ouais. une petite promotion à nos chers téléspectateurs. Avec les films du Camélia, on développe le volet production de plus en plus ces dernières années, à tel point que nous, mais surtout Noureddine et Ronald, ont produit le dernier film de Andrei Ujica, qui est un très grand documentariste roumain qui a réalisé l'autobiographie de Ceausescu, Out of the Present, notamment, qui sont des films un peu mythiques dans le monde du documentaire. Et donc le film qu'il a réalisé est un film qui s'appelle Twist, Things We Say Today, qui est un acronyme d'une chanson des Beatles, qui parle donc du premier concert que les Beatles ont donné à New York en 1965 au Shea Stadium. Donc voilà, Noureddine et Ronald l'ont produit brillamment. Ça a mis du temps, mais ils l'ont fait. Il a été présenté au Festival de Venise. Donc c'est vrai que la production, c'est quelque chose c'est un sillon qu'on a envie de creuser. La distribution de films, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec beaucoup je pense, un relatif succès, enfin un certain succès depuis une quinzaine d'années dans le cinéma de patrimoine. Et donc on a envie de continuer à distribuer des films et à creuser ce sillon-là, mais aussi peut-être s'orienter encore plus vers la distribution de films d'exclusivité, de films contemporains. Donc c'est un petit peu ça nos idées dans un futur proche. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter. Non, mais oui, tu as tout dit. Hein. Il y a juste aussi un autre projet de documentaire sur l'actrice mexicaine Maria Félix, qu'on est en train d'essayer de monter aussi. Trop bien. Ouais, Voilà, absolument. parce elle a eu une carrière aussi française, hein, entre le Mexique et la France. Voilà, donc, réalisé par Emilio Maillet. Voilà, par Emilio Maillet. Donc oui, on n'a pas envie de se limiter aux salles de cinéma parce que on a l'ambition de varier nos plaisirs et aussi d'avoir, je dirais... Les salles de cinéma, c'est difficile, il faut le savoir, c'est une économie restreinte, c'est extraordinairement romantique et utile à tout un chacun, à toute personne sensible au cinéma et à la culture, mais on ne peut pas se suffire à ces seules salles de cinéma, il faut aussi s'inventer, se réinventer ailleurs. Donc voilà, avec la distribution, l'édition, DVD, Blu-ray, notre galerie, même si notre galerie reste, je dirais, plutôt relativement anecdotique dans notre stratégie globale, mais disons que elle nous permet de faire quelques expositions prestigieuses et événementielles, et puis aussi voilà, on a même une boutique, parce que la marque Paris Cinéma Club, c'est une marque qu'on aime bien, qui parle à la jeunesse, qu'on a envie de développer, donc on a des t-shirts, des tote bags, enfin tu vois, on essaie de s'amuser en même temps et de varier les plaisirs. Eh bien Lorenzo Chamal, Nourdine et Sadi, merci infiniment. Avec C'était grand plaisir. Merci, c'était... Vous êtes sur le talk show de Around the Corner et à la semaine prochaine.